Bon, je suis particulièrement heureuse de vous accueillir ici, Madame la Présidente, chère Françoise, et vous, chers collègues de la Commission de la Défense, pour conclure un cycle de travail en commun de nos commissions, à la fois passionnant et utile, puisqu'il nous aura permis, par une série de coups de sonde, d'éclaircir un nombre de problématiques importantes pour la construction d'une Europe de la défense. Il est particulièrement judicieux d'achever ce cycle par une communication commune sur les opérations extérieures. Je dirais même, c'est de l'actualité, malheureusement, qui sont un des outils les plus visibles de la politique de sécurité et de défense commune. En déployant sur différents théâtres extérieurs une trentaine d'opérations militaires depuis 2003, l'Union a démontré sa capacité à être producteur, entre guillemets, de sécurité dans des zones parfois éloignées de son territoire, que ce soit en Macédoine en 2003, au Congo en 2003 également, ou au Tchad en 2008, sans oublier les opérations en cours en Bosnie, au Mali, en Somalie et bien d'autres encore. Toutefois, la capacité de projection européenne souffre d'un certain nombre de défauts rédhibitoires, comme le manque de solidarité du mécanisme de financement de ces opérations, l'absence de véritables capacités européennes de contrôle et de commandement, la dépendance de l'OTAN en cas d'opérations de grande ampleur impliquant des moyens de renseignement et de transport, et surtout les divergences politiques entre États membres qui n'ont pas forcément la même vision de ce que doit être une politique européenne de sécurité et de défense. Et nous attendons tous, je pense, les résultats de la boussole stratégique qui vont être présentés bientôt. Il est pour le moins frappant de relever, comme le faisait notre ministre Florence Parly dans le rapport Schuman pour 2019, que les États membres peuvent aligner 2,5 millions de soldats, près de 10 000 chars, 2 500 avions de combat, mais que 70% de ces forces sont incapables d'opérer hors des frontières nationales. Les questions qui se posent sont donc cruciales. Quelles sont les conditions de constitution et de déploiement des opérations extérieures de l'Union? Quelles sont aujourd'hui leurs missions? Quel bilan peut-on faire? Comment permettre à l'Union de disposer d'un véritable quartier général européen dans un contexte où le système de la nation cadre montre ses limites et d'une véritable force de déplacement rapide? Nous serons très intéressés, mesdames les rapporteuses, de vous entendre sur les différents sujets. Mais auparavant, je laisse la parole à ma collègue et présidente, et néanmoins amie, à la Commission de la Défense. Merci, Madame la Présidente et chère amie, chère Sabine. Je suis très heureuse, en fait, de terminer cette session et ce mandat et cette législature en ta présence. En notre présence, en ces commissions conjointes qui, je pense, sont aussi le symbole de l'évolution de nos travaux, de nos façons de travailler. Et je crois que plus que jamais, l'actualité nous amène à dire que nous ne pouvons que penser Europe quand on pense souveraineté et quand on pense à nos devenirs et au bien-être, à la fois à la protection de notre pays, à sa sécurité, mais aussi au devenir du travail de nos militaires. Donc je suis heureuse d'être là. Et je pense que c'est notre troisième et dernière réunion, en tout cas pour cette mandature. Je souhaite à tout le monde, évidemment, que nous puissions nous retrouver et continuer nos travaux par la suite, en tout cas pour tous ceux qui se représentent. Et pour ceux qui vont tirer leur révérence, une très très bonne continuation sous d'autres auspices. Et peut-être pour certains, un repos bien mérité, pour d'autres, de nouveaux horizons, c'est le cas de le dire, professionnels ou politiques. Donc, ce travail est réalisé par nos deux collègues aussi, qui incarnent bien à la fois le talent, la volonté, les commissions, la commission des finances, puisque Aude, après avoir travaillé pour la commission de la Défense, a rejoint la commission des finances. Et puis, donc, Marianne, qui est une fidèle des fidèles. Et je trouve que
cette configuration et politique et technique est tout à fait heureuse. En premier lieu, donc, votre rapport, ce travail que vous avez réalisé à la fois pour les affaires européennes et pour la Commission de la Défense est important à plusieurs titres. En premier lieu, parce qu'il met en lumière un aspect peu connu de l'Europe de la défense, qui est sa dimension opérationnelle. Nous avons tous en tête des initiatives européennes en matière de développement capacitaire, telles que la coopération structurée permanente ou le Fonds européen de défense. Mais l'Union européenne est également présente sur le terrain pour des missions de formation en Afrique, vous l'avez dit, chère présidente, mais également pour de véritables opérations militaires impliquant des engagements armés en Bosnie-Herzégovine, en Méditerranée et au large de la Somalie. En deuxième lieu, je crois savoir que votre travail, donc, mes chers collègues, montre que ces opérations et missions souffrent de nombreuses faiblesses qui nuisent à leur efficacité. Certaines sont inhérentes au fonctionnement même de l'Union européenne, d'autres, notamment la contrainte de l'unanimité, mais d'autres pourraient être, je dirais, amendées, corrigées, et vous faites des propositions en ce sens. Et enfin, ce travail a été réalisé dans un contexte particulier, qui est celui, évidemment, de la présidence de l'Union européenne, de la présidence française de l'Union européenne, et de la dégradation, vous le savez tous, de nos relations avec le Mali et dans le contexte de l'Ukraine. Ce contexte peut aussi lui donner une résonance et une gravité et aussi des perspectives supplémentaires et donc une richesse et une densité. Je sais très bien que vous allez pouvoir nous expliquer tout cela dans le détail. Et ainsi, dans quelle mesure ce que vous proposez, mesdames les rapporteurs, est-il susceptible aussi d'être pris en compte au niveau européen, notamment donc dans la boussole stratégique. Et par ailleurs, selon vos informations, la mission EUTM Mali de formation des forces armées maliennes a-t-elle encore un avenir après donc ce retrait annoncé de Barkhane et de Takouma du Mali? Voilà, autant de questions d'actualité malheureusement qui nous obligent à réfléchir différemment dans l'intérêt de tous. Mesdames les rapporteurs, nous vous cédons la parole avec grand plaisir. Alors, mesdames les présidentes, chers collègues, alors juste un petit mot avant de commencer. Je tenais à remercier Marianne pour le travail que nous avons fait ensemble. Ce fut un réel plaisir, honneur de travailler avec toi. Merci, vraiment. Terminer là aussi le mandat, voilà, sur un rapport, un mémoire et un travail collectif avec toi était un vrai plaisir. Donc je tenais à le dire. Alors, le travail que nous vous présentons aujourd'hui est le troisième réalisé dans le cadre du groupe de travail commun à la Commission de la Défense et à la Commission des Affaires européennes, consacré donc à l'Europe de la défense, vous l'avez dit, mesdames les présidentes. Le premier, en janvier 2021, réalisé par Natalia Pouzirev et Michel Tabarot, fut consacré à la coopération structurée permanente. Et le deuxième, fait par Muriel Roch-Étienne et Philippe Benassaya, au marché public européen de défense. Ce troisième travail est quant à lui consacré aux opérations militaires extérieures de l'Union européenne. Quelques mots pour commencer sur le cadre juridique de ces opérations. La décision de lancer une opération militaire appartient au Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire aux États membres et à eux seuls. Cette décision, qui est prise à l'unanimité, fixe aussi ce qu'on appelle le mandat de l'opération, c'est-à-dire les objectifs qu'elle poursuit et sa durée. Une fois l'opération lancée, la mise en œuvre et le contrôle sont assurés par le Comité politique et de sécurité, le COPS, composé de représentants des États membres. En dessous du COPS, la chaîne hiérarchique diffère selon que la mission est dite exécutive ou non exécutive. Seules les premières sont de véritables opérations militaires impliquant des engagements armés, les autres étant, en pratique, des missions de formation, de conseil et d'entraînement. Les missions non exécutives sont planifiées et conduites par l'état-major de l'Union européenne, EMUE. Les opérations exécutives sont planifiées et conduites par un état-major ad hoc situé dans un État membre. Et enfin,
la mission EUFOR Althea de stabilisation de la Bosnie-Herzégovine est mise en œuvre dans le cadre des accords de Berlin Plus, qui permettent à l'Union européenne d'utiliser les moyens de l'OTAN. L'opération est ainsi planifiée et conduite au sein du SHAPE. L'Union européenne, ne disposant pas de forces armées, elle fait appel, pour ses opérations et missions militaires, à celles des États membres, mais également à celles des États tiers. Dans les deux cas, la participation est volontaire et s'organise dans le cadre de conférences de génération de forces régulières. Aujourd'hui, outre l'opération EUFOR Althea déjà évoquée, 6 opérations et missions militaires de l'Union européenne sont en cours et je vais brièvement les évoquer. EUNAF Nord Atalanta, qui est une opération navale lancée en 2008 pour lutter contre la piraterie et les trafics au large de la Somalie. L'EUTM Somalia, lancé en 2010, a pour objet la formation d'une armée somalienne capable d'assurer la sécurité du pays, notamment contre le terrorisme islamiste. L'EUTM Mali, lancé en 2013, est une mission de formation initialement destinée à restaurer les capacités des forces armées maliennes. Son mandat a été élargi, lui permettant d'offrir des formations décentralisées dans les différentes régions ainsi qu'un appui au G5 Sahel. L'EUTM RCA, lancée en 2016, vise elle aussi à la formation des forces armées centrafricaines, doublée d'une activité de conseil stratégique auprès des autorités politiques et militaires. Le NAFOR Irini a été lancé en 2020 à la suite d'une précédente opération navale, Sophia, lancée, elle, en 2015. Si cette dernière était centrée sur le trafic d'êtres humains, l'opération actuelle a été recentrée sur le contrôle de l'embargo sur les armes et le trafic de pétrole en Libye. Enfin, l'UTM Mozambique est la dernière mission de formation de l'Union européenne, lancée en 2021, afin d'apporter un appui aux forces armées du pays, afin de leur permettre de mieux lutter contre les terroristes islamistes actifs dans le nord du pays. Environ 2500 personnes participent actuellement aux opérations et missions militaires de l'Union européenne, 1500 pour ces 3 opérations exécutives et 1000 pour les missions de formation. Enfin, le coût de ces opérations et missions militaires repose pour l'essentiel sur les États participants. En effet, au terme de l'article 43 du TUE, les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre de la PESC et de la PSDC sont à la charge du budget de l'Union, à l'exception des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense. Par conséquent, seule une partie des dépenses découlant des opérations et missions militaires, ce qu'on appelle les coûts communs, services médicaux, quartier général, personnel civil, communication, peuvent être prises en charge par la Facilité européenne de paix. Ces coûts communs représentent aujourd'hui environ 110 millions d'euros par an. Alors, le travail que nous avons mené nous a permis de mettre en lumière un certain nombre de faiblesses de ce cadre juridique et opérationnel qui nuisent, vous l'avez dit Madame la Présidente, à l'efficacité des missions et opérations militaires et expliquent leurs résultats très contrastés. Alors, la première faiblesse est politique. C'est la division des États membres. En effet, ceux-ci ne sont pas tous sur la même ligne s'agissant de la dimension opérationnelle de la PSDC. Certains d'entre eux, en particulier en Europe du Nord, ont une réticence de principe vis-à-vis des interventions militaires, tandis que d'autres, dont la France, sont plus interventionnistes. Cette division des États membres a pour conséquence que l'unanimité est très difficile à réunir. À titre d'exemple, le gouvernement du Mozambique a demandé l'envoi d'une mission européenne le 16 septembre 2020, mais c'est seulement le 12 janvier 2021 que le Conseil... juillet 2021 que le Conseil a adopté la décision. 10 mois de négociations auront donc été nécessaires pour répondre à l'appel à l'aide d'un pays en train de perdre une partie de son territoire au profit des djihadistes. Réunir l'unanimité des États membres exige donc de longues, très longues négociations qui ne peuvent en outre aboutir qu'à condition d'accepter des compromis affaiblissant la portée de l'opération ou de la mission. On y reviendra.
La deuxième faiblesse que nous avons identifiée est celle des moyens de l'Union européenne qui sont un obstacle à ses ambitions opérationnelles. En premier lieu, l'Union européenne souffre de capacités limitées de planification et de conduite des opérations. L'état-major de l'Union européenne ne gère aujourd'hui que 4 missions de formation et il n'est guère en capacité de faire plus. Sa structure de planification et de conduite, la MPCC, ne compte que 50 personnes, à comparer aux 1200 personnes dont bénéficie l'OTAN. Il souffre par ailleurs d'un manque de moyens de communication sécurisés, qui font l'objet d'un projet lancé dans le cadre de la coopération structurée permanente. Il devrait être disponible en 2025. En deuxième lieu, l'Union européenne ne dispose pas elle-même de forces armées. Elle est obligée de s'appuyer pour ses opérations et missions militaires sur celles des États membres et, le cas échéant, des États tiers. Or, ceux-ci peuvent être réticents à répondre aux demandes européennes pour des raisons idéologiques, mais également de disponibilité des forces, sans oublier leurs lacunes capacitaires, comme le manque de moyens de transport stratégiques. Ceci explique, pour une large part, le délai de plusieurs mois souvent nécessaire à partir de la décision du Conseil pour que la mission ou l'opération atteigne sa capacité opérationnelle. Le cas de UNAVFOR Irini est à ce titre éloquent. La décision de lancer cette opération a été adoptée par le Conseil le 31 mars 2020, mais c'est seulement le 10 septembre suivant que la capacité opérationnelle a été déclarée atteinte. Or, la moyenne quotidienne des navires affectés à la mission était, d'après nos informations, de 3,1, soit très inférieur à 5, qui est le minimum requis par le plan d'opération. S'agissant des avions, un seul drone italien et 2 aéronefs polonais et luxembourgeois servent de manière continue dans la mission. La France, l'Allemagne et la Grèce ont fourni un avion supplémentaire, mais pour quelques sorties seulement par mois. Difficile au début d'une mission ou d'une opération, la génération de force l'est encore plus à mesure que leur durée s'allonge. Une certaine fatigue s'installe et l'enthousiasme des débuts, lorsqu'il était présent, disparaît progressivement. Ces faiblesses expliquent pour une part les résultats très contrastés des missions et opérations européennes. Nous avons décidé de nous concentrer sur 3 missions, EUFOR Althea, EUTM Mali et EUTM RCA, avec cette limite qu'en raison du contexte sanitaire en France et politique sur place, nous n'avons pu aller dans les pays concernés. Lancée en 2004, l'opération EUFOR Althea a pris le relais de la force de stabilisation de l'OTAN qui assurait depuis décembre 1996 le maintien de la paix en Bosnie-Herzégovine et la bonne application des accords de Dayton. Comptant aujourd'hui 600 hommes, les 3 objectifs assignés à la mission dans son mandat ont été, dans une large mesure, atteints. L'objectif principal du maintien de la paix en Bosnie-Herzégovine est incontestablement satisfait, le pays connaissant depuis des années maintenant une situation sécuritaire stable, malgré des poussées de tension. L'objectif de déminage est largement satisfait. 4000 km² étaient initialement minés, 75% ont été déminés à ce jour. Et enfin, l'essentiel des armes de petit calibre ont été répertoriées et stockées. S'agissant des armes de gros calibre, elles sont inutilisables en pratique et 96% des munitions ont été détruites. Ayant largement atteint ces objectifs, la question pourrait se poser d'une fin de l'opération EUFOR Althea. Toutefois, celle-ci n'est pas à l'ordre du jour. En effet, bien que stable aujourd'hui, la Bosnie-Herzégovine est un État très fragile, très pauvre et soumis à des forces centrifuges très fortes. Il est donc probable que l'opération se poursuive jusqu'à l'adhésion du pays à l'Union européenne, qui, elle aussi, est loin d'être à l'ordre du jour. La mission EUTM Mali a été lancée, quant à elle, en 2013. Elle vise à reconstruire les forces armées maliennes, FAMA, afin d'en faire une armée efficace, capable de rétablir l'intégrité territoriale du pays et d'en assurer seule la sécurité. Même si nous n'avons pu nous rendre sur place, nous avons recueilli des échos plutôt positifs sur le fonctionnement de cette mission, jusqu'aux événements récents, bien sûr. 36 000 soldats ont été formés par EUTM Mali,
qui constituent l'ossature des FAMA. Si l'accompagnement au combat n'est pas possible, le retour d'expérience est assuré par Takuba et Barkhane, qui sont en mesure d'évaluer et de conseiller les soldats maliens. L'élargissement de la mission à 2 pays voisins, le Burkina Faso et le Niger, est en cours. La régionalisation d'IUTM Mali a également progressé en articulation avec Barkhane et en appui du G5 Sahel. Toutefois, malgré 9 années d'efforts et des progrès certains, les FAMA ne sont toujours pas en mesure d'assurer seuls, sans l'aide des forces françaises et européennes, ainsi que celle de la MINUSMA, la sécurité du pays, et encore moins dans les régions les plus au nord, soumises à la pression des groupes armés. Évidemment, la mission IUTM Mali subit le contre-coup de l'aggravation des tensions entre la France et le Mali. En effet, l'avenir de Barkhane et de Takuba a été scellé le 17 février 2022 par l'annonce du retrait des forces françaises et européennes et leur probable redéploiement dans un format encore à préciser dans les autres pays du Sahel. Dès lors, l'avenir d'IUTM Mali, s'il n'a pas encore été tranché, apparaît largement compromis. Non seulement le groupe russe de mercenaires Wagner, appelé dans le pays par la junte, prend une place toujours plus importante au sein des FAMA, mais sans le soutien de Barkhane et de Takuba, l'efficacité de la formation est largement remise en cause. La ministre allemande de la Défense, Mme Christine Lambrecht, s'est d'ailleurs déclarée, dès l'annonce du retrait des forces françaises européennes, très sceptique sur la poursuite de la mission qui devrait faire l'objet prochainement de discussions au COPS. Enfin, dernière mission sur laquelle nous nous sommes penchés, le UTM-RCA. Le UTM-RCA a été lancé en 2016 dans un triple objectif. Le conseil stratégique au ministère de la Défense, à l'état-major et à la présidence de la République, l'enseignement aux officiers et sous-officiers, la formation des forces armées. De l'avis général, la mission IUTM-RCA est un échec. La situation sécuritaire du pays est continuellement dégradée depuis son lancement, sans que les forces armées qu'elle a contribué à former ne puissent s'y opposer. Aujourd'hui, le pays est plus instable que jamais et un nouveau facteur pèse sur l'équation sécuritaire, la présence massive dans le pays des mercenaires du groupe Wagner à l'invitation du président Touadéra. Ceux-ci ont progressivement pris la place de UTM-RCA dans la formation des soldats qu'ils équipent et accompagnent au combat, tout en assurant la sécurité du président de la République qu'ils conseillent également en matière militaire. En échange, le groupe Wagner exerce une emprise de plus en plus forte sur d'autres segments de l'administration, comme les douanes, et met en œuvre des pratiques de prédation sur les ressources minières du pays, tout en commettant de nombreuses exactions. Dans ces conditions, le pilier formation de la mission UTM-RCA a été suspendu le 15 décembre 2021, les 2 autres piliers étant en revanche maintenus, mais dans des conditions insatisfaisantes. La question de la fin de cette mission doit être posée très clairement et le sera prochainement au sein du COPS. Ces résultats très contrastés ont mis en lumière qu'outre les faiblesses du cadre juridique et opérationnel déjà évoqué, c'est le contenu même des missions EUTM qui pose en réalité problème. Et nous avons identifié 3 problèmes. Premier problème, il est interdit aux formateurs européens d'accompagner les soldats qui les ont formés dans les zones de combat et d'être présents à leur côté en opération. En d'autres termes, notamment en RCA, ils sont dans l'incapacité d'évaluer leur comportement au combat et les recrues ne peuvent, dans ces moments cruciaux, compter sur le soutien de ces soldats expérimentés. Si bien que dans de nombreux cas, une fois envoyés au front, ils désertent, commettent des exactions ou sont pris en charge par Wagner, dont les mercenaires n'ont pas les mêmes contraintes. Deuxième problème, les missions de formation exigent, sinon une expérience africaine, au moins une bonne connaissance de la langue, en particulier pour le conseil stratégique. Or, ce n'est pas toujours le cas. Nombreux sont les commandants envoyés sur le terrain qui n'avaient aucune expérience de l'Afrique, de même pour les formateurs qui ne parlaient pas la langue du pays. À ce manque de compétences s'ajoute la durée limitée du déploiement sur le terrain. Certes, compte tenu de l'éloignement et de l'instabilité des pays concernés, 6 mois est déjà une durée
suffisamment longue qui met à l'épreuve les hommes et les familles. Il n'en reste pas moins qu'elle apparaît trop courte pour que des liens personnels se créent entre les formateurs et leurs recrues, et plus encore entre les conseillers et les dirigeants militaires et politiques. Le conseil stratégique, plus encore que la formation, exige une confiance que seul le temps peut apporter. Les missions militaires pâtissent enfin d'un défaut de coordination avec les missions civiles et plus généralement avec l'action de l'Union européenne dans les pays concernés, mise en œuvre par les délégations, les DUE. Ainsi, missions militaires, missions civiles et DUE fonctionnent-elles en silos, chacune poursuivant ses objectifs sans tenir compte des besoins des autres. Par exemple, n'est-il pas souvent possible pour une mission militaire d'obtenir que l'aide au développement investie dans le pays finance la construction d'une caserne, d'une piste d'atterrissage ou d'une route susceptible d'être utilisée par les militaires. Non seulement les DUE ont leur propre agenda, mais elles ont conservé, comme les institutions européennes d'une manière générale, leur méfiance traditionnelle vers un domaine vis-à-vis d'un domaine militaire qu'elles connaissent mal. Enfin, troisième et peut-être plus gros problème, jusqu'à une période récente, l'Union européenne avait l'interdiction de fournir aux forces armées qu'elle formait les équipements dont elles ont besoin, à la fois pour leur formation, leur entraînement et au-delà leurs opérations sur le terrain. Les conséquences étaient très négatives. Les soldats ne se forment pas toujours sur les armes réelles, ce qui nuit à l'efficacité de leur formation, et lorsqu'ils en disposent, fournies en bilatéral par les États membres, ce ne sont pas forcément celles dont ils disposent au combat, nuisant ainsi à leur efficacité sur le terrain. Cette efficacité sur le terrain est encore plus limitée si, comme c'est le cas, les armées concernées ne disposent pas d'armes ni de munitions en quantité suffisante, de moyens de transport, de carburant ou de casernes, parfois même d'uniformes ou de chaussures. Sur le plan politique, ne pouvant fournir d'équipements ni pour la formation ni pour le combat, l'offre européenne apparaît moins compétitive que celle d'autres pays, tels que la Chine, la Turquie ou la Russie, qui, n'ayant pas les limites de l'Union européenne, sont en mesure de satisfaire à l'ensemble des besoins des pays concernés, en formation comme en équipement. Ce manque de compétitivité de l'offre européenne incapable de répondre aux besoins des autorités maliennes et centrafricaines a incontestablement contribué à l'arrivée du groupe Wagner dans ces pays. Fort de ce constat, nous avons élaboré 5 propositions afin de renforcer l'efficacité des opérations et missions militaires européennes. La première est de muscler les moyens européens dédiés à ces opérations et missions militaires. Comment ? Tout d'abord en comblant les lacunes capacitaires identifiées de l'Union européenne en matière de transport stratégique, de moyens ISR et de moyens médicaux. Les projets lancés dans le cadre de la CSP doivent être poursuivis jusqu'à leur terme. Deuxièmement, en accroissant la part des dépenses prises en charge au titre des coûts communs par le budget européen afin de faciliter la génération de force en levant l'hypothèque financière pesant sur les États membres. Et enfin, en mettant en œuvre concrètement la capacité de déploiement rapide de l'Union européenne qui devrait constituer l'une des propositions phares de la boussole stratégique. Notre deuxième proposition vise, quant à elle, à remédier à l'une des faiblesses majeures des missions européennes, à savoir l'impossibilité de fournir des équipements militaires dont on a vu les conséquences sur la qualité de la formation. Certes, une avancée majeure est intervenue en 2021 avec l'entrée en vigueur de la Facilité européenne de paix, la FEP, qui autorise le financement par l'Union européenne des équipements militaires, y compris létaux, au bénéfice des pays tiers. Toutefois, malgré le succès que représente son entrée en vigueur, la FEP est encore incertaine en ce qui concerne le financement d'armes et de munitions. Jusqu'à présent, seuls des financements d'équipements non létaux ont été validés par le COPS, qui, en la matière, est profondément divisé. Pour les pays nordiques, comme pour l'Allemagne, la question du financement par l'Union européenne d'équipements létaux est très sensible. S'ils ont accepté le nouveau cadre qu'est la FEP, qui permet juridiquement ce financement, il n'est pas exclu qu'en pratique, ils s'opposent à la mise en œuvre pour des raisons idéologiques et ou politiques, ou la retardent considérablement.
nous estimons absolument nécessaire que la FEP soit pleinement mise en œuvre en ce qui concerne le financement d'équipements militaires, y compris létaux, pour les armées formées par l'Union européenne. Il en va de l'efficacité de la formation comme de la compétitivité de l'offre européenne vis-à-vis de ses concurrents. L'exemple de la RCA hier et du Mali aujourd'hui montre que les gouvernements africains n'hésitent pas à délaisser les offres européennes pour d'autres, satisfaisant mieux à leurs besoins. Notre troisième proposition vise à renforcer la coordination entre les missions européennes et les opérations militaires européennes ou nationales dans les pays concernés, sur le modèle, maintenant malheureusement périmé, d'IEUTM Mali, de Barkhane et de Takuba. De même, la fin du fonctionnement en silo des missions militaires et civiles, ainsi que de l'aide au développement, est de nature à renforcer l'efficacité de l'approche intégrée européenne, qui n'est pas seulement un slogan, mais doit se concrétiser sur le terrain. Notre quatrième proposition vise à flexibiliser les opérations et missions européennes, notamment par le recours à l'article 44 du TUE. Au terme de cet article, le Conseil peut confier la mise en œuvre d'une mission à un groupe d'États membres qui le souhaite et dispose des capacités nécessaires pour une telle mission. Ces États membres, en associant avec le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conviennent entre eux de la gestion de la mission. Certes, la décision initiale reste prise à l'unanimité, mais une fois qu'elle est prise, la mise en œuvre de la mission est réservée aux seuls États membres qui y participent effectivement, et allégeant ainsi considérablement son fonctionnement. De même, toujours pour flexibiliser ces opérations et missions, les présences maritimes coordonnées pourraient être développées. Une PMC consiste à coordonner les actions des différentes marines européennes dans une zone déterminée, afin d'optimiser le temps de présence à la mer. Il s'agit d'un instrument très souple puisque les ressources restent subordonnées aux chaînes de commandement nationales qui se coordonnent via une cellule de coordination au sein de l'EMUE. Une PMC pilote a été lancée en 2020 contre la piraterie dans le golfe de Guinée et une autre devrait l'être prochainement dans le nord-est de l'océan Indien. D'autres pourraient suivre, palliant à la difficulté pour l'Union européenne de lancer des opérations exécutives. Enfin, notre dernière proposition ne vise pas tant à renforcer l'efficacité des opérations et missions militaires de l'Union européenne qu'à poser une limite à celle-ci. Cette limite, c'est l'éthique. Certes, l'Union européenne doit muscler ses missions et ses opérations afin d'en renforcer l'attractivité pour les pays concernés et mieux faire face à la concurrence d'autres fournisseurs de sécurité tels que la Russie, la Chine ou la Turquie. Toutefois, l'Union européenne n'est pas la Russie, la Chine ou la Turquie. La PSDC s'appuie dans sa mise en œuvre sur les mêmes valeurs que celles qu'elle promeut sur la scène internationale, en particulier le respect des droits humains. C'est la raison pour laquelle les formations dispensées dans le cadre des EUTM comportent toujours des cours sur le droit international humanitaire, sur les droits humains, sur l'égalité de genre et d'une manière générale sur l'éthique du combattant. De même, bien que ce soit regrettable sur le plan de l'efficacité, les formateurs européens n'accompagnent pas leurs recrues au combat. Enfin, les équipements militaires fournis via la Facilité européenne de paix obéissent à des règles très strictes afin de limiter autant que possible les détournements et les abus. Il va sans dire que cette éthique n'est pas forcément celle des mercenaires de Wagner, ni le respect des droits humains, une composante essentielle de la formation militaire dispensée par les concurrents de l'Union européenne en Afrique. Dans ces conditions, il faut accepter que l'offre européenne soit parfois écartée et ne pas faire un objectif en soi de gagner des parts de marché de la formation militaire. Lorsque les conditions dans le pays où les exigences des autorités ne permettent plus le respect de cette éthique, l'Union européenne doit en tirer les conséquences et se retirer. Merci beaucoup, mesdames les rapporteurs. C'est vrai que je crois qu'on a encore un long chemin devant nous.
quand on voit aussi les niveaux différents capacitaires de nos armées, parce que quand j'ai toujours un regard outre-Rhin, c'est vrai que la nouvelle ministre de la Défense allemande, elle a été choisie pour en fait pallier aux faiblesses capacitaires déjà de l'armée allemande. Comme l'a dit d'ailleurs Olaf Scholz à la conférence de sécurité de Munich, à laquelle j'ai eu l'honneur de participer, il a dit on a besoin des avions qui volent et des chars qui fonctionnent, mais de là à l'intervention, il y a encore un grand pas. Et c'est vrai que la réactivité, elle manque, particulièrement du côté allemand, puisqu'il y a ce qu'on appelle une Parlamentsarmee. Donc, il faut d'abord l'accord du Parlement, ce qui veut dire obtenir une réaction rapide au Conseil est quand même très, très compliqué. Mais vous n'avez pas, petite question, évoqué du tout l'Eurocorps qui se renforce quand même et qui participe quand même à EUTM. Pardon ? D'accord, ok, très bien. Et je laisse la parole à Madame la Présidente pour appeler le premier orateur du groupe. Faire circuler la parole. Donc pour les orateurs de groupe, le premier d'entre eux pour La République En Marche, Fabien Gutfard. Merci beaucoup, Mesdames les Présidentes. Et merci également, Mesdames les rapporteurs, de clore ainsi ce cycle de réflexion au sein de nos commissions communes. Merci bien évidemment pour la qualité de votre rapport. J'ai une pensée particulière pour notre collègue Marianne Dubois. J'ai bien reçu ton document. C'est le document, merci. Elle est très bien cette synthèse, elle résume les... Oui, elle est très bien. C'est ce que je dis. On est bien d'accord. Alors donc j'avais une petite pensée pour notre collègue Marianne Dubois, pour qui, sauf erreur de ma part, il se pourrait que ça soit bien son dernier rapport comme député. Dans le contexte de crise ukrainienne, il est toujours intéressant de rappeler et de faire un point en fait sur les capacités militaires de l'Union et de ses missions militaires, et de rappeler que l'Union européenne est... d'ailleurs, on a une carte, c'est intéressant, on a une carte politique et géographique de l'Europe. On voit que les espaces russes et européens sont, d'un point de vue géographique, un peu identiques, mais c'est toujours intéressant de rappeler que la Russie est 4 fois moins nombreuse que l'Union européenne et 12 fois moins riche en termes de PIB. Et pourtant, aujourd'hui, elle est capable de mettre 190 000 hommes aux frontières de l'Ukraine. Alors je ne comparerai pas, mais en plus c'est intéressant de le rappeler aujourd'hui. Je crois qu'il y a quelques jours, l'Union européenne a décidé, à travers la coopération structurée permanente, de déployer une équipe de cyberspécialistes organisée en force de réaction rapide afin d'assister les autorités ukrainiennes dans ce domaine critique. Voilà, c'était juste un petit rappel. Moi, ma question, mesdames les rapporteurs, elle portera sur la fin de votre exposé. Vous avez proposé effectivement de muscler les moyens militaires européens. Si vous pouvez d'ailleurs encore développer. Et il y a 2 axes sur lesquels, sauf erreur, que vous n'avez pas repris. Et ça sera l'objet de ma question. Pourquoi peut-être vous ne les avez pas repris ? Vous l'avez évoqué, c'est l'état-major de l'Union européenne. Le commun des mortels, quand cette information lui arrive à l'esprit, il est heureux de savoir qu'il y a un état-major de l'Union européenne. Mais quand il creuse, comme vous l'avez dit, il s'aperçoit que ce n'est que pour les missions non exécutives. Donc en réalité, les missions de formation, il y a des états-majors ad hoc pour les missions opérationnelles et donc militaires. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait bon d'avoir un état-major de l'Union européenne pour l'ensemble de ces missions à Bruxelles, comme il y a un chef pour l'OTAN? Et puis, que diriez-vous, et aussi, vous n'en avez pas parlé, de la possibilité de faire des exercices militaires en conditions réelles pour l'Union européenne, comme c'est le cas pour l'OTAN, ce qu'on appelle des LiveX. Je crois aujourd'hui qu'il n'en existe que sur le papier, en simulation, mais pas en réel. Donc voilà mes 2 questions. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. Nathalie Serre pour les Républicains. Merci, Mesdames les Présidentes. Merci, Mesdames les rapporteurs, pour ce rapport qui a le mérite d'éclaircir, ou de tenter d'éclaircir les multiples couches de l'Union européenne que le commun des mortels a du mal à appréhender. Avant d'aller plus loin, je voulais moi aussi, évidemment, au nom de notre groupe, remercier Marianne
et puis Aude, et puis saluer le travail de Marianne, avec qui nous avons eu le plaisir de travailler et que nous regretterons. Moi, j'avais une question concernant EUTM Mali. Nous avons, avec ma collègue Serène Mauborgne, fait un rapport sur l'opération Barkhane, et nous avions abordé effectivement ce problème d'EUTM Mali. Tous les problèmes que vous avez évoqués, d'ailleurs, nombreux problèmes, impossibilité d'accompagner les militaires sur le terrain, problèmes de langue, problèmes de connaissance des formateurs du terrain africain, enfin, vous les avez tous cités. Alors, il y avait une bonne chose que nous avions pu constater, nous, sur place, en tous les cas, c'est que EUTM Mali s'était un peu redéfini, et avec la régionalisation, au moins, ils allaient au plus près des soldats, puisque au départ, la formation se faisait sur Bamako, et les soldats du Nord, enfin, déjà, on n'avait pas les moyens de les faire revenir, encore moins de les faire repartir, c'était très compliqué. Donc ça, c'était plutôt bien. D'autre part, le Covid a eu des effets dramatiques sur EUTM Mali, parce qu'il y a eu un arrêt total des formations pendant le Covid, et ça a dramatiquement manqué aux FAMA. D'où ma question, c'est-à-dire que vous avez dit dans votre préambule, à un moment donné, à la fin, que sur les questions d'éthique, avec la question d'éthique qui est très forte au niveau de l'Europe, et ça c'est tout à notre honneur, l'UE doit se retirer de certains pays si ce n'était plus conforme à l'éthique de l'Union européenne. Et dans ce cas-là, le Mali en fait partie. Voilà. Et donc, j'aimerais savoir si vous pouvez un petit peu si vous pouvez nous dire, selon vous, quelle crédibilité aurait une lutte contre le terrorisme au Sahel sans le Mali, c'est-à-dire qu'on retire le Mali du G5 Sahel. Voilà, je vous remercie. Ensuite, pour le groupe Modem, Josie Pouetto. Mesdames les présidentes, mesdames les rapporteurs, alors je suis toujours très contente quand il y a, excusez-moi messieurs, mais de m'adresser à mes collègues dames. Ah, je trouve que j'aime bien. Voilà, mes chers collègues, voilà. Alors je suis donc évidemment très heureuse de porter la parole de mon groupe pour cette dernière audition, et en plus une audition commune. Et je profite moi aussi pour saluer Marianne, parce que quand on est arrivé, mon premier déplacement à Barkhane, au Mali, je l'ai fait avec toi, Marianne, et avec toi. Mais toi, tu t'en vas pas. Toi, tu restes. Marianne s'en va. Et donc, on avait partagé la chambre. Enfin, je sais que j'avais découvert d'entrée de jeu pour la jeune députée qui est arrivée là, l'esprit, j'ai envie de dire, de cette commission. Et puis, j'avais aussi apprécié énormément cette protection un peu de l'ancienne qui est sympa et couvre un peu les petites nouvelles. Donc merci Marianne, parce que j'ai vraiment, si j'allais jusqu'au bout, je me rappelle même d'un cadeau qu'on nous avait donné et que tu m'avais fait passer, mais enfin ça, on n'en reparlera pas là, mais parce que j'avais pas pu. Non, mais franchement, c'est vrai que tu fais partie de ces personnes qui marquent et qu'on n'oublie pas, et franchement, voilà. Alors je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite, pour toi, et que tout se passe bien. Voilà. Donc, bien évidemment, je vais quand même vous remercier et vous féliciter évidemment pour ce travail accompli dans le cadre de ce rapport, et que vous livrez donc aujourd'hui une présentation des plus captivantes et très animée en plus, quand vous l'avez présentée. L'actualité géopolitique regorge de questionnements, mais dans le choix qui s'offre à moi, j'aimerais plus particulièrement vous interroger sur l'action menée par l'Union européenne dans la zone Indo-Pacifique. Hier se réunissaient à Paris les chefs de la diplomatie de 60 pays de la zone Indo-Pacifique et de l'Union européenne dans le cadre du Forum pour la coopération dans l'Indo-Pacifique, lequel visait à renforcer le partenariat stratégique existant, comme vous l'avez souligné, entre ces différents États. Rappelons-le, il s'agit d'une zone particulièrement importante pour la France qui, grâce à ses territoires d'outre-mer, y compte environ 2 millions de ressortissants. C'est pas neutre.
Ainsi, le ministre des Affaires étrangères française, Jean-Yves Le Drian, introduisait hier son propos en rappelant que ce sommet avait pour but, je cite, de décliner le renforcement du partenariat par des projets concrets dans les domaines de la sécurité, de la défense, de la connectivité et du numérique. Tout cela devant servir à appréhender les orientations à venir pour l'Union européenne dans une région, là je ne cite plus, qui se trouve être l'une des plus cruciales du globe sur le plan économique comme stratégique. L'absence de la Chine à ce forum s'est effectivement fait évidemment remarquer. Pour autant, mesdames les rapporteurs, au vu du travail fourni sur ces questions et des diverses auditions menées dans le présent rapport, je serais heureuse de vous entendre sur le regard que vous portez sur l'action menée par l'Union européenne dans cette zone géographique. Et je vous remercie. Parole est au président Chassaigne. Merci, mesdames les présidentes. Merci, chers collègues, pour votre rapport précis, intéressant et disant les choses. Depuis longtemps, les Européens s'étonnent que des zones comme le Sahel se déstabilisent davantage et que nos opérations extérieures ne donnent pas les résultats attendus. Soyons honnêtes, et vous ne l'avez pas occulté, les failles de la politique de sécurité et de défense commune sont profondes. Nous restons incapables d'utiliser nos moyens militaires et civils pour répondre aux crises. L'Union est la plupart du temps une simple spectatrice des grandes puissances, que ce soit en Ukraine ou au Sahel. Pourquoi cet échec ? J'ai 3 constats à faire. Pour commencer, vous le dites d'ailleurs, et je l'ai rappelé ce matin, les intérêts stratégiques de notre pays divergent de ceux de l'Allemagne et des pays de l'Est. Le rapprochement avance lentement, trop lentement. Prenons l'exemple de l'accord de coalition du nouveau gouvernement allemand, dans lequel on trouve encore une fois des mots prometteurs. Accroître la souveraineté stratégique de l'Europe, remplacer la règle d'unanimité au sein du Conseil des ministres par le vote à la majorité qualifiée, coopération accrue entre les armées nationales, augmentation de la disponibilité opérationnelle, travail sur la boussole stratégique européenne, etc., 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 parole, ou avancée en perspective. En effet, dans le même temps, l'armée allemande se rapproche davantage encore des États-Unis dans de multiples domaines. D'où ma première question. Pensez-vous vraiment que cette fois-ci, après tant d'années, un rapprochement des positions aura lieu ? Aussi, quel pourrait être l'impact concret de la boussole stratégique sur les OPEX européennes. Deuxième constat. Il ne faut pas s'étonner de l'impossibilité de construire une défense commune pendant qu'on maintient une industrie de défense conduite par la concurrence et le profit. Bon, je l'ai dit ce matin, j'ai prôné une sortie de l'OTAN, du moins de l'OTAN tel que ça existe, ce qui ne veut pas dire la fin des coopérations. Mais le temps que des règlements comme ITAR existent, l'Union européenne ne développera jamais de politique et d'industrie de défense commune. Nous resterons dépendants des États-Unis, incapables d'adopter nos propres points de vue. Il y aura toujours des excuses, et on en entend des excuses, pour ne pas agir en tant qu'Union. Troisième constat. Nos opérations ne prennent pas suffisamment en compte les causes des conflits. Ça a été dit par plusieurs orateurs hier, même si ça a pu être contesté par d'autres. Nous formons les forces de sécurité, nous luttons contre le terrorisme, fort bien. Mais ne devrions-nous pas investir davantage, voire plus tôt, dans les institutions publiques, administratives, éducatives des pays en crise ? Trop souvent, l'Union ne protège que ses intérêts économiques, dans une démarche considérée par les peuples comme néocolonialiste. Les interventions militaires civiles et l'aide au développement ne sont trop souvent qu'un outil de pouvoir des entreprises européennes et américaines pour le contrôle des ressources et des richesses et maintenir, en ce qui nous concerne, au pouvoir des dirigeants contestés, voire corrompus. Ces interventions servent trop peu les populations civiles. Si ces dernières avaient leur quotidien amélioré, si elles pouvaient faire confiance en leurs institutions, et c'est ma dernière question, ne seraient-elles pas moins vulnérables au terrorisme et aux coups d'État ? Je vous remercie. Merci beaucoup, mesdames les rapporteurs.
On va vous dire pourquoi on sourit, parce qu'il y a Marianne qui fait « Bon, je te laisse répondre ». Donc, c'est ce qui nous fait rire, toutes les deux. Alors, je vais tenter d'apporter les réponses à toutes vos interrogations. Alors, Madame la Présidente, sur Eurocorps, alors, Eurocorps a participé à des missions de maintien de paix, SFOR en Bosnie en 98, je ne vous fais pas, mais c'est essentiellement des missions de l'OTAN. Vous m'avez parlé du Mali et durant le deuxième semestre de 2015, le corps européen appuie l'Allemagne, mais avec 57 soldats. Donc c'est très infime, c'est très peu. Ce sont essentiellement des missions de l'OTAN. Président Chassaigne. Cher collègue Fabien Goutfard, donc vous m'avez posé la question sur l'état-major de le MUE. Alors actuellement, le MUE ne planifie et ne conduit que les 4 missions, on l'a vu, hein, non exécutives de formation, c'est dit, vous l'avez bien dit. On n'a pas de moyens, il manque des moyens. Donc ils font, et ça a été aussi bien spécifié dans le rapport. Toutefois, il est informé des décisions qui sont prises par les commandants des 3 opérations exécutives. Ça nous a été dit lors de nos auditions, avec lesquels il travaille en étroite collaboration. À titre d'exemple, le commandant de l'opération EUFOR, Altea, un général français que l'on a eu relevant du SHAPE de l'OTAN, a indiqué qu'auprès de lui était détaché un staff qui est en contact permanent avec l'état-major. Donc il y a quand même des liens. Et l'objectif de l'état-major, le MUE, est de monter en puissance. C'est vrai, c'est le début. On a des imperfections, mais on a des ambitions aussi. Et d'être capable, à terme, de commander une opération exécutive terrestre-centrée d'environ 1500 hommes. Ça, vous l'avez dit. Donc, c'est l'objectif. Alors, c'est vrai que les choses se mettent en place. On a une boussole stratégique avec des ambitions. On a tout un tas de choses. Maintenant, il faut reconnaître les imperfections, proposer des améliorations et essayer d'atteindre les objectifs ambitieux que l'on a au sein de l'Union européenne. Et peut-être y mettre les moyens. La zone Indo-Pacifique. Alors, pour l'Union européenne, sur la zone Indo-Pacifique, on a quand même la mission Atalante, de toute façon, qui est là. C'est une opération navale qui a été lancée en 2008, donc pour lutter contre la piraterie et les trafics, on a vu, au large de la Somalie. On a aussi une IUTM Mozambique qui a été mise en place récemment. On en a parlé. Donc il y a quand même des choses qui avancent et une présence militaire coordonnée au nord-ouest de l'océan Indien. Alors effectivement, mais la zone Indo-Pacifique, c'est loin, peut-être très loin, et on a quand même des difficultés pour avoir les moyens de projection. En revanche, il y a quand même là aussi une stratégie qui a été mise en place en 2021 et elle correspond aux moyens que je viens de vous citer. Président Chassaigne. Je vais tenter de répondre également à vos interrogations. En ce qui concerne la boussole stratégique, c'est un petit peu, et c'est ce que je viens de dire, elle nous fixe des ambitions. Il faut la mettre en œuvre, il faut les moyens, mais tout autant que les moyens, il faut l'unanimité. Et on a vu, on a détaillé, parfois, obtenir l'unanimité prend du temps, beaucoup de temps. On l'a vu pour l'IET, exactement. On a quand même eu des avancées. Enfin, quand je vous entends, je sais que vous n'êtes pas passé à côté de tout ce qui a été mis en place et des travaux qui se font au sein, que ce soit la CSP, le Fonds européen de défense. On a quand même des avancées importantes que l'on... Voilà. Voilà, donc je pense qu'on a quand même de belles avancées qui ont été faites et il faut s'atteler aux suivantes. Et puis pour répondre à votre question qui était peut-être un petit peu plus politique, on est là pour ça, je répondrai simplement que l'Union européenne est le premier bailleur de l'aide au développement. Donc là encore, on peut avoir une certaine fierté dans ce qui est fait. Merci. On peut toujours plus, je vous l'accorde, mais les choses sont faites.
Moi, je vais répondre sur la question. Du Mali et du G5 Sahel. Quelle crédibilité aurait une lutte contre le terrorisme dans la région, dans ce pays? Effectivement, le Mali, par sa géographie, sa superficie, ces événements géopolitiques particuliers qui ont mené la France et l'Europe à y intervenir, constitue un partenaire et une zone d'opération de premier plan pour la poursuite de la lutte contre le terrorisme. Mais maintenant, il faut prendre les choses en l'état. Il est regrettable que les conditions ne soient plus réunies pour que le Mali accueille la mission européenne et française, mais il n'y a peut-être pas que des inconvénients à cela. Un pays de moins dans le G5 Sahel permettra une redistribution des efforts entre les autres pays du groupe. Un tel redéploiement correspond en réalité à la nouvelle approche française dans la région, qui est celle d'une consolidation de pays plus stable que ne l'est le Mali. Puisque j'ai la parole, je vais la conserver encore 5 minutes, s'il vous plaît. Donc, chers collègues, je vous remercie de votre présence au rendu de ce rapport d'information sur les opérations militaires extérieures de l'Union européenne. Je remercie bien évidemment ma collègue Aude Bonneau-Vendorme, ainsi que notre administrateur Julien Barbeau, avec lesquels j'ai vraiment pris plaisir à travailler sur ce sujet. Bien sûr, tous les plaisirs n'étaient pas au rendez-vous, puisque la pandémie nous a privés de nombreuses occasions pratiques prévues pour cette étude, et nous avons malgré tout mené des auditions intéressantes, même en visio, hélas, en visio. Pour moi, vous l'avez rappelé, c'est la dernière séance, et notre rapport clôture cette session. Cela fait 12 ans que je fréquente ces murs, 10 ans la commission de la Défense, et j'ai beaucoup aimé travailler au sein de cette commission. C'est une des plus belles commissions, me semble-t-il, avec une commission des affaires européennes. Avec une entente, avec vraiment des contacts, des liens qui se nouent, même si on n'est pas tous du même bord, on arrive toujours à s'entendre. Et je voulais remercier Françoise, qui est très importante. Enfin, une présidente de cette qualité est importante pour avoir une si belle commission. Voilà. Merci à vous tous. Et je pars vers d'autres cieux. Merci beaucoup, mesdames les rapporteurs. Merci beaucoup, Marianne. J'ai pu faire ta connaissance lors d'un voyage à Toulouse. Oui. Et j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs, je propose qu'on fasse une petite photo quand même autour de toi à la Commission des Affaires européennes avec ceux qui sont encore là. Et j'aimerais bien remercier moi aussi tous les collègues. C'est la dernière réunion de la Commission des Affaires européennes et de la Défense aujourd'hui. Françoise était membre aussi à la Commission des Affaires européennes, moi à la Commission des Défenses. C'est vraiment un grand honneur et je vous invite tous, par contre, particulièrement lors de cette présidence du Conseil de l'Union européenne, cette présidence française, de porter les questions européennes, de les porter aussi dans vos circonscriptions, parce que j'ai été élue en même temps présidente de cette commission que députée. Et j'ai bien vu qu'on ne fait pas suffisamment le lien entre l'échelon local, national et européen, que ce soit dans les deux sens, et que nous sommes un peu le chaînon manquant dans l'intégration européenne, dans l'information sur l'Europe. Et il ne faut parfois pas s'étonner que les médias se saisissent si peu des sujets, parce que nous-mêmes, nous ne saisissons pas suffisamment de ces sujets. Et un de mes plus grands souhaits, ça serait que cette commission des affaires européennes devienne permanente. On a tout ce qu'il faut. Il nous manque le dernier coup de pouce pour vraiment pouvoir faire notre travail. Nous sommes en dialogue interinstitutionnel avec les institutions européennes, mais il est quand même regrettable que nous ne puissions pas intervenir dans la procédure législative ici, chez nous, à l'Assemblée nationale. Nous pouvons nous saisir, par exemple, que pour observation, mais pas pour avis. Nous ne pouvons pas amender un texte qui concerne le champ de compétences de l'Union européenne. Donc je compte sur tous ceux qui restent, qui réintègrent cette commission pour pousser ce sujet. Et aussi, ce qu'on voit dans d'autres États membres, il y a des débats avant les grands conseils
dans les hémicycles, avec les expressions des groupes politiques, et on a grandement besoin de cela chez nous aussi. Donc je compte sur vous pour pousser dans une prochaine législature ces questions, et je sais que Françoise, je sais qu'elle le fera. Donc, et je vous remercie beaucoup, beaucoup pour ce travail, et aussi les collègues de la Commission des Affaires européennes. On a réussi à travailler aussi d'une manière transpartisane, n'est-ce pas, André? Ça a été un vrai plaisir. Merci beaucoup à vous tous. Je peux... Oui, à toi. Si vous permettez, Madame la Présidente et chère Sabine, je voudrais aussi dire un dernier mot. D'abord, un grand merci à nos deux rapporteurs, à Julien Barbeau aussi, avec lequel j'ai eu le plaisir de travailler dans le cadre des affaires européennes sur l'industrie de la défense. Et ça avait été un moment très important pour moi aussi. Je voudrais vous saluer toutes les deux, évidemment, pour le travail effectué. Mais bon, comme je vous connais bien l'une et l'autre, je ne savais que ça ne pouvait que bien se passer. Voilà, parce que vous êtes des filles de talent engagées, humbles, et vous êtes des députés au service des autres et de l'intérêt général. Et donc, ça ne pouvait que bien fonctionner. Je voudrais évidemment avoir une pensée encore plus d'affection pour Marianne, pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle représente. Et donc, je pense nous aurons l'occasion de nous revoir dans d'autres lieux, mais il n'empêche que ça a été quelqu'un qui a été très fédérateur, je suis d'accord. Nous avons effectivement dormi toutes les trois dans des lits picots à Thessalite, donc ce sont des choses qui créent des liens, mais au-delà de ça, Marianne a toujours été un lien entre les différents groupes politiques et membre excellent, apprécié aussi de l'Institut des hautes études de la défense nationale. Et je crois que c'est une personnalité et une personne qui va nous manquer dans cette commission. J'espère que nous aurons... Ça sera difficile pour ceux qui restent. Et j'espère qu'ils seront évidemment, comme moi et comme nous tous, présents à nouveau dans cette commission dans quelques mois. Je voudrais saluer Sabine aussi, puisque depuis le début, on a eu une relation de complicité et de l'envie aussi de travailler ensemble. Et j'ai toujours souhaité que cette commission de la défense soit plus ouverte auprès de l'ensemble des autres commissions, parce qu'il n'y a rien qui échappe à la défense, en fait. Ouais. Ni la culture, ni l'éducation, ni les affaires internationales, ni l'économie. En fait, c'est une commission qui est d'une très grande richesse et qui nous permet de nous épanouir chacun dans nos circonscriptions, parce que nous avons des militaires, et quand nous n'avons pas des militaires, quand nous n'avons pas la chance d'avoir des régiments, des bases, une présence militaire à nos côtés sur nos territoires, nous avons des entreprises, nous avons des écoles, nous avons des anciens combattants, et je voudrais, au nom de l'ensemble de notre commission, les saluer, leur dire que nous sommes à leur côté, ouais, en toutes circonstances. Et puis, je voudrais dire aussi que plus que jamais, nous devons poursuivre ce travail dans le cadre de l'Union européenne et la présidence française de l'Union européenne cette année. Et la gravité des événements qui sont en train de se produire nous font prendre conscience, je pense, à l'ensemble de la communauté nationale, de l'importance de cette fraternité que nous devons renforcer. Alors, bien sûr qu'on part de loin, que les intérêts sont parfois divergents, que les cultures ne sont pas les mêmes, que les souverainetés sont à respecter, que les échéances politiques de chacun sont à respecter, mais il faut continuer à avancer dans la construction de cette Europe universaliste, humaniste, et parce qu'il en est du devenir, on le voit bien, de la paix dans le monde, et c'est aujourd'hui plus que jamais des phrases de circonstance, malheureusement. Je voudrais aussi en profiter une dernière fois pour saluer l'ensemble des personnels de l'Assemblée, nos administrateurs, nos cabinets que j'ai oublié de... Tout à fait, je me joins. Voilà, je pense qu'on peut parler toutes les deux pour nos cabinets politiques, mon conseiller militaire que j'ai oublié
qui a été très précieux à mes côtés, Olivier Mène, contrôleur général des armées. Précieux, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Merci à toutes et à tous. J'espère que nous aurons tous l'occasion de nous retrouver bientôt, parce que je suis absolument persuadée que cette commission de la défense, les membres de la commission de la défense et des affaires européennes tiendront à poursuivre le travail accompli. Je crois que c'est un vrai travail de fond et donc nous souhaitons de pouvoir continuer à travailler dans cette configuration et avec autant d'amitié, de tolérance et de respect les uns les autres pour à la fois nos formations politiques, mais surtout ce qui nous relie tous, c'est ce que nous devons à nos militaires, à nos opinions publiques, à nos pays et à notre intérêt général. Merci à toutes et à tous. Merci Sabine. Marianne, allez, une photo. Il faut voter. Non, parce que nous, c'est une communication. On peut